Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ça y est, l'OGC Nice tient son nouvel entraîneur Olivier Pantaloni. Rejoint le banc de l'OGC Nice. La officialisation a eu lieu là aujourd'hui il y a quelques heures. Voilà, une figure, on va dire qu'on connaît depuis tant d'années sur les bancs de Ligue 1, de Ligue 2, en passant par l'AC Ajaccio, une pige également à Tours lors de la saison 2013-2014, 10 ans ensuite à l'ACA pour un retour, et puis les deux dernières saisons passées du côté du FC Lorient, saison 2024-2025, saison 2025-2026, champion de Ligue 2 à l'issue de la saison 24-25. Et puis, 10e place cette année, Hugo, tu me corriges si je me trompe, lors de la Non, c'est saison ça, c'est la 10e. 25-26. Quoi de mieux Ouais. finalement qu'un retour, on est peut-être sur le 5e, 6e numéro, je ne sais plus exactement, de Hugo, qui est présent dans le club Pancho et qui va venir nous présenter notre nouvel entraîneur en tant que suiveur et assidu du FC Lorient. Qui de mieux pour venir nous présenter Olivier Pantaloni. Je te salue, Hugo, comment vas-tu? Salut Pancho, ça va très bien. Salut à toutes et à tous. Salut à la communauté niçoise. Toujours un grand plaisir de retrouver le club Pancho pour vous parler de Olivier Pantaloni qui a laissé, on va y revenir, une très très belle trace du côté de Lorient durant ces 2 années. Alors l'introduction, voilà, je l'ai faite autour de l'entraîneur. Par quoi commencer concrètement, Hugo? Allez, je vais peut-être te questionner sur, là, tout de suite, ton ressenti sur le fait que Pantaloni, que tu as donc côtoyé sur les 2 dernières saisons, devienne le nouvel entraîneur de Nice. Qu'est-ce que ça t'inspire? On sait qu'il était annoncé du côté du RC Lens, insistement sur les dernières semaines. Finalement, on y reviendra, mais son ancien adjoint, Cahuzac, a rejoint Lens, mais pas lui. Mais là, d'une manière très, très brute, là, qu'est-ce que ça t'inspire de le voir rejoindre l'OGC Nice dans un projet, on va dire, de reconstruction, hein, très clairement, on y reviendra. Mais voilà, quel est ton ressenti par rapport à ça, Hugo? Écoute, je crois que c'est un ressenti partagé par bon nombre de supporters lorientais depuis que Pantaloni, a annoncé son souhait de ne pas prolonger. Mais il y a tout de même, et malgré le fait que Lorient ait aussi nommé, son nouvel entraîneur la semaine dernière, Alexandre Dujeu, qui était l'ancien coach d'Angers, il y a tout de même beaucoup de déception de voir Pantaloni s'en aller, en fait, que ce soit à Nice ou ailleurs. Je crois qu'on est tous, déçus, frustrés de ne pas voir, l'aventure se poursuivre pour Pantaloni, Cahuzac, et une bonne partie du staff. Donc on est en train petit à petit de digérer cette déception. Mais sur le plan de la carrière du technicien corse, je pense que c'est un choix cohérent pour lui qui lui offre à la fois moins de pression et d'envergure médiatique que s'il avait choisi d'aller au Racing Club de Lens, et aussi peut-être un contexte plus favorable à ceux dans lesquels il a été habitué à performer, c'est-à-dire des contextes où il faut tout rebâtir de zéro avec des attentes très différentes que lorsque vous êtes attendu au tournant à court terme. Donc je pense que Pantaloni fait un bon choix pour lui. Mais il n'en demeure pas moins que du côté de Lorient, on peut rester amer à plusieurs niveaux parce que l'idylle était magnifique en fait entre Pantaloni et le FCL sur les 2 années qu'il a passées chez nous. Alors justement, tu en parles, il y a eu cette histoire de prolongation. Finalement, Pantaloni n'a pas donné suite. Il est parti à l'issue de la fin de son contrat. Comment expliques-tu cela Tu étais donc dedans en tant que suiveur l'Orienté. C'est vrai que de l'extérieur, on se disait Lorient a fait une super saison. Ça a l'air de bien matcher avec le coach. Il y a quelque chose qui est en place. Comment tu l'expliques et comment ça a été vécu finalement? En fait, il faut comprendre la décision d'Olivier Pantaloni dans le cadre du grand chamboulement interne qui a lieu au FC Lorient depuis janvier 2023 et que Black Knight Football Club, emmené par son actionnaire principal Bill Foley, a pris petit à petit 20%, puis 40%, puis 50%, puis la majorité des parts du club. Alors du coup, le rachat par Black Knight et Bill Foley qui possède donc Bournemouth, il a été officialisé début 2026. Et donc, ça veut dire qu'il y a une transition petit à petit qui s'est opérée en fait entre la fin
2025 jusqu'à aujourd'hui, avec des équipes dirigeantes nouvelles, des visions aussi nouvelles et différentes du projet entre les équipes de BKFC et les équipes qui sont plutôt les équipes historiques du FCL, à la fois au niveau sportif, mais aussi administratif, qui était incarné par le président Ferry et aussi le directeur général Arnaud Tanguy. Ce qui fait que sur le plan sportif, en fait, on a assisté à une grande période de flou dans laquelle on ne savait pas très bien vers où voulait se tourner le projet du FCL. Ce qu'on comprend, c'est que dans un cadre de multipropriété comme ça, on sera plus ambitieux qu'auparavant, on aura plus de moyens, mais on ne sait pas trop vers quelle forme et sur quel fond ça va se tourner. Et c'est pour ça certainement que Olivier Pantaloni a eu du mal, ne serait-ce qu'à avoir des interlocuteurs dans ces discussions de prolongation, parce que dès en fait la fin de la première saison et la remontée directe en Ligue 1, le titre de champion de Ligue 2, il demande en fait à activer une année supplémentaire de prolongation. Ça lui est refusé parce que les dirigeants veulent attendre de voir ce qui va se passer en début de saison de Ligue 1. Le début de saison est plutôt mauvais, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Finalement, la barre se redresse de façon spectaculaire, on fait 3 4 mois d'invincibilité, et là, il n'y a plus trop de discussions possibles. Pantaloni, il veut prolonger, il insiste de nouveau, il y a des discussions. On croit vers janvier-février que ça va se faire, mais finalement, la proposition lorientaise, elle est visiblement au rabais, à la fois financièrement, mais aussi sportivement, parce que on lui met, si j'ose dire, dans les pattes une clause qui en fait annulerait une partie de ses indemnités en cas de licenciement. Donc lui, à partir de ce moment-là, très clairement, avec son entourage, si j'ose dire, il y a eu une forme de vexation et ils ont décidé de tourner les talons et de dire stop finalement aux négociations à la suite de ça. Et donc, départ de Pantaloni. Alexandre Jeu, qui était également visé par l'OGC Nice, rejoint le FC Lorient. On a parlé, voilà, tu l'as cité, de Yannick Cahuzac, son ancien adjoint du côté du FC Lorient. On y viendra peut-être dans un second temps, Hugo, puisque je pense que c'est important aussi de revenir sur les circonstances de son arrivée, puisque vous verrez qu'il y a aussi un lien avec l'OGC Nice, puisque c'était cet été 2024. Et donc cette relégation à l'issue de la saison 2023-2024 du FC Lorient, entraîné à l'époque par Régis Lebris, hein, qui était visé aussi par le gym à ce Oui. moment-là, il me semble. Euh, oui, L'année d'avant en fait, mais c'est l'année je vais y d'avant, revenir oui, oui, oui. Oui, oui, pour c'est l'année expliquer après. avant. Oui, tout à fait, je me trompe. C'est l'année avant que Farioli arrive, tout à fait. Euh, mais donc, les circonstances sont arrivées. Donc, c'est un FC Lorient qui est en Ligue 2. Et il arrive, dès sa première saison, à être champion de Ligue 2, mené par notamment Eli Kroupi à la pointe de l'attaque, hein, avec sa saison assez fantastique. Euh, Comment est-ce que tu juges en fait l'arrivée dans le contexte orienté de l'époque et finalement ces deux saisons qui ont été des saisons, je dirais, réussies, voire très bonnes finalement. Plus que réussies, elles ont été excellentes, voire à certains niveaux exceptionnels. Alors l'arrivée d'Olivier Pantaloni, si on reprend vraiment au tout départ, je dirais que pour ma part et pour la part de pas mal de gens aussi, il y a une grande forme de scepticisme autour de cette arrivée. On comprend pas trop pourquoi un coach de la Ajaccio, qui est plutôt habitué à un style de jeu assez défensif, assez pragmatique, en tout cas c'est l'image qu'on en a, arrive sur le banc du FCL. Alors on lit assez vite en fait sa connexion avec Laurent Abergel, notre capitaine emblématique, et aussi avec Yannick Cahuzac, qui à ce moment-là est déjà dans le staff en fait, puisqu'il a fait la deuxième partie de saison de Ligue 1 avec Régis Lebris. Et Olivier Pantaloni, il va d'emblée faire taire toute forme un peu de critique. D'abord avec des résultats probants, parce que il faut seulement 1 ou 2 mois en fait pour que le FCL mette la machine en route et ne quitte plus le top 2 de la Ligue 2, soit la meilleure attaque, soit quasiment invincible à domicile avec une seule défaite dans toute la saison de Ligue 2 et ce sera au mois de février. On va avoir des joueurs aussi qui vont retrouver confiance sur le front de l'attaque. Mohamed Bamba, Yegun Tozin, Montassar Talbi, Yvon Mvogo, qui vont être en fait conservés euh, en Ligue 2 aussi à la force de persuasion de Pantaloni et Cahuzac, de les faire remonter, d'avoir cette capacité à avoir la résilience et la force d'un groupe qui soit uni collectivement, parce que la saison de la descente avait laissé des traces un peu à tous les niveaux. Tout le monde était amorphe, les joueurs étaient en dessous de leur niveau, il y avait une grande forme d'individualisme dans toute l'équipe, un groupe qui n'a Et vraiment quelque pas part, laissé. il y a eu beaucoup de joueurs qui sont restés alors que le club est tombé en Ligue 2.
Oui, et malgré de fait, avec la descente, bien sûr, des baisses de salaire, et Pantaloni, en fait, dès son arrivée, a tout de suite, autour de Laurent Abergel et de l'ensemble du staff, uni tout le monde vers un objectif commun. En fait, il a remis du commun, il a remis une identité de jeu simple mais offensive au cœur de ce que devait faire le FCL pour remonter en Ligue 1. Il a remis au cœur, en fait, des exigences professionnelles qui sont en lien avec le haut niveau, parce qu'il y avait eu également beaucoup de problématiques un petit peu comportementales durant la saison de la descente. Et chaque joueur en fait a pris sa part avec un groupe très homogène. Le bon symbole de ça en fait, et on l'a un peu vu en Ligue 1, même si c'était moins le cas, surtout vers la fin, c'est que souvent les entrants étaient décisifs. On a sur l'année de Ligue 2 Sambou Soumano qui marque beaucoup de buts en sortie de banc. On a Jean-Victor Makengo qui est acheté très très cher en Ligue 1 et qui ne relève pas du tout le défi qui lui était posé de s'imposer au milieu, qui au départ est dans le loft et finalement gagne sa place en fait petit à petit dans l'équipe et devient incontournable avec beaucoup de puissance physique, beaucoup de confiance. On a des jeunes joueurs qui émergent avec Arthur Avom, Junior Croupi, Pablo Pagis, et tout ça, c'est le fruit de ce qu'a fait Pantaloni, notamment en redonnant confiance et en unissant vraiment l'ensemble du groupe, mais aussi du club autour de l'objectif immédiat qui était la remontée en Ligue 1. Et ça a été fait quasiment, je dirais, sans trembler. C'est-à-dire qu'on a vu aussi beaucoup de force tranquille, à la fois tactiquement et psychologiquement. Le FCL en Ligue 2 en 2024-2025, c'était une machine parce que elle était jamais déstabilisée, cette machine, par les événements des matchs, les absents. On était toujours capable de se régénérer et c'est ça qu'a apporté Pantaloni avec son staff. Directement parce que il n'y a vraiment pas eu beaucoup de temps d'adaptation en fait. Entre le moment où on ne connaît pas trop les contours de l'effectif et le moment où on se met à être dans les premières places, il y a quoi? 3 semaines, un mois. Et ensuite, il y a eu cette saison 2025-2026 qui a vu, donc, tu l'as dit, un démarrage plutôt compliqué, puis une série de 3-4 mois d'invincibilité pour une saison terminée à la 10e place, une équipe qui était programmée pour se battre pour le maintien. C'est pas Sofiane Diop qui dira le contraire d'ailleurs. Mais finalement, euh, eh bien, une saison qui a dépassé les attentes. Comment est-ce que tu juges cette saison lorientaise et quelle est la part finalement de Pantaloni dans cette réussite-là? Déjà pour nous, il faut comprendre que c'était une saison particulière parce que j'ai beaucoup parlé de l'unité qui a permis de retrouver la Ligue 1 et de cet objectif qui était très important pour l'ensemble des parties prenantes du club et pour cause parce qu'en fait cette saison pour nous, 2025-2026, c'était la saison des 100 ans du club et également les 30 ans des Merlus Ultra. Donc il y avait beaucoup de symboles autour de cette saison, beaucoup de moments forts et il fallait répondre présent sur le terrain. Et ils l'ont fait de fort belle manière, à la fois dans le jeu et dans les résultats. Mais pour autant, ça démarrait très très mal parce que on n'a pas très vite compris ce que voulaient faire euh, les joueurs et le staff au niveau de l'animation. Là où Lorient avait une capacité à être ce rouleau compresseur que j'ai décrit en Ligue 2 avec un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 selon les phases de jeu, on est passé sur une défense à 5 avec des pistons, avec Pablo Pagis derrière l'attaquant, avec un Théo Lebris qui gagne sa place, mais tout ça, c'était pas du tout écrit et il y a eu beaucoup de turnover au départ en début de saison, avec un mercato quasi inexistant, en tout cas sur le plan des transferts payants, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui arrivent en prêt, les Derman Karim, les Abdoulaye Faye au poste de défenseur. On a quand même la pépite Arsène Kouassi hein, qui vient d'Ajaccio au poste de piston gauche. Pantaloni le connaissait de par ce qu'il avait vu de ses qualités quand il était encore chez les jeunes. Mais le mercato lorientais, il est très faible. Et donc l'équipe met du temps à s'adapter à la Ligue 1. Elle met du temps à trouver son animation. Mais malgré des résultats très compliqués, et notamment un enchaînement de matchs qui annonçait vraiment une saison cauchemardesque, une défaite 7-1 contre Lille, puis une claque 4-0 au Vélodrome enchaînée en 2 week-ends de championnat, bah, les joueurs ne se sont pas démobilisés. Au contraire, ils ont continué de jouer avec cette animation, petit à petit perfectionnée, toujours une volonté d'aller de l'avant et des résultats de plus en plus probants, notamment et surtout en fait à domicile et contre les gros, avec des victoires assez spectaculaires contre Lyon, contre Monaco, contre l'OM, avec des nuls contre le PSG.
Et en vérité, Lorient a perdu beaucoup de points contre les équipes de son championnat. Et c'est ça qui, quelque part, laisse un peu de regret. Laisse un peu de regret avec le quart de finale de Coupe de France aussi. Mais sans ces deux petits accros, en Il y fait, la avait faute saison, sur elle, Pagis. bah, non, alors, non seulement il y avait faute sur Payet, Je vais pas mais remettre le pour le couteau coup, dans la plaie, hein, Hugo, hein, loin. on ne parle plus de ce match d'ici au prochain exploit lorientais en Coupe de France. On espère qu'il arrivera le plus tôt possible. Mais en fait, à part ces deux accros, la saison, elle est quasi parfaite. Mais par contre, pour rejoindre ce qui a été un peu dit euh, par beaucoup de monde autour du FCL depuis que Pantaloni a annoncé qu'il ne prolongeait pas, on a tout de suite senti que malgré quelques performances assez sensationnelles entre-temps, euh, l'annonce de non-prolongation a quand même démobilisé pas mal et ça montrait aussi à quel point ce groupe était attaché à Olivier Pantaloni. On a plusieurs déclarations fortes qui allaient dans ce sens, que ce soit Laurent Abergel, notre capitaine, qui est vraiment une figure du club depuis 7 ans, hein, qui a vraiment traversé aussi les murs du foot, hein. C'est devenu une vedette à Lorient en tant que tel, Laurent Abergel, qui a dit que le traitement réservé à son coach était scandaleux. Et pour cause, on sait que Abergel avait beaucoup insisté pour que ce soit Pantaloni qui devienne l'entraîneur de Lorient à l'intersaison de la descente. Visiblement, c'était pas le premier choix des dirigeants, c'est d'ailleurs revenu comme étant un peu un grief dans les négociations là. Mais on a aussi des phrases de joueurs un peu moins ancrés à Lorient, comme Abdoulaye Faye, qui est un jeune joueur qui était prêté par les Leverkusen, qui n'a pas beaucoup d'attache ici, et qui a dit Pantaloni, je le considère comme mon père, après une victoire contre l'OM. Donc on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'attachement et une équipe qui s'est vraiment construite autour de son entraîneur et de son staff. Et on voit bien des valeurs qui ont été transmises, et c'est pas juste du blabla, ça se ressentait vraiment sur le terrain. Et je pense que c'est une des saisons les plus agréables que j'ai vécues en tant que supporter là. Euh, Par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant. Et je mets en parallèle en fait le contexte de son arrivée à l'été 2024 chez vous et son arrivée chez nous cet été. Est-ce que tu vois quand même des similitudes? Parce que, bon, là, il y a eu une descente, il y avait cette nécessité de remonter directement. Là, il y a cette reconstruction en Ligue 1, mais tu repars d'un nouveau projet, Ouais. des nombreux départs annoncés. Il y a quand même des similitudes, j'ai l'impression, dans cette volonté voilà, Ah, complètement. de redynamiser en fait un club, de recréer quelque chose et oui, de repartir de zéro finalement. Complètement. Et puis j'imagine en fait que là, à l'heure actuelle, enfin en tout cas, quand les barrages se sont terminés à Nice, vous avez dû vous dire oh là là, on a échappé belle bien sûr à la catastrophe, mais heureusement que cette saison est terminée, on n'en peut plus et on est dégoûté un peu de notre club parce que c'était complètement ce qu'on ressentait quand Lorient est descendu en Ligue 2 en 2024. Il y avait beaucoup de résignation, de colère, de dépit, et Pantaloni, il a renversé la table, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et quelque part avec le fait que tu me disais en préparant l'émission là qu'on parle de 15 mouvements dans le sens des départs, on parle d'une nouvelle feuille de route avec un nouveau directeur sportif aussi. Donc c'est l'occasion de bâtir de A à Z un projet à l'image de l'entraîneur qu'il est. Donc c'est très attrayant et effectivement il y a beaucoup de similitudes parce que il y a tout un peuple de supporters à reconquérir, toute une population à ramener au stade, des joueurs pour certains à remobiliser dans le bon sens, des joueurs qui doivent éclore, des choix de recrutement à faire. Et quelque part, on a le sentiment qu'il a potentiellement les mains libres. En tous les cas, on l'imagine mal avoir signé sans ses mains libres, compte tenu des raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas prolonger à Lorient. Mais c'est sûr que pour les Niçois, c'est vraiment le spectre d'une page blanche avec un entraîneur qui a tout à gagner, je dirais. Tu en as parlé un peu plus tôt, Yannick Cahuzac, donc son ancien adjoint qui a rejoint donc le RC Lens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance qu'il avait dans le staff, le lien qu'il avait avec Pantaloni et quelque part l'enjeu aussi professionnel du fait que Pantaloni se retrouvera sans Cahuzac à l'OGC Nice? Et Yannick Cahuzac, il est arrivé au FC Lorient en janvier 2024 pour épauler Régis Lebris au moment où le FCL était vraiment dans la tempête. Malheureusement, son apport dans un premier temps, il n'a pas suffi à éviter la catastrophe industrielle qu'a été cette descente en Ligue 2. Mais il arrive vraiment avec cette étiquette un peu de
quelqu'un qui veut se former à être numéro un, qui veut épauler des coachs en apportant une expérience de joueur aguerri. Et en fait, on va découvrir au fur et à mesure du temps un Yannick Cahuzac visionnaire tactiquement, avec vraiment quelqu'un qui travaille sur des sorties de balles et des animations offensives très précises. Vraiment, c'est cette capacité à demander à Yvan Vogo de prendre des risques au pied, de demander aux centraux de beaucoup monter, d'avoir des idées sur le positionnement de joueurs qui se cherchent. Vraiment, Cahuzac, il s'est positionné dans le staff comme un expert tactique, quelqu'un qui complémente la vision plutôt défensive de Pantaloni par la créativité et l'aspect offensif. Et Yannick Cahuzac, dans le tandem avec Olivier Pantaloni, puisque Pantaloni a lui-même dit en fait que, de son point de vue, Cahuzac était plus que jamais un futur numéro un. Et quand il sera un numéro un, il faudra le considérer comme un potentiel futur grand entraîneur français. Donc, ce qui se disait beaucoup à Lorient, c'est aussi Pantaloni, de par ses vertus humaines, en fait, arrive à redonner confiance mentalement aux joueurs. Pantaloni, de par son CV, en fait, arrive à mettre en place des animations défensives très très solides, arrive à savoir comment gérer un bloc bas en Ligue 1. Et puis Cahuzac vient ajouter son grain de sel de créativité et de dynamisme là-dedans, tout en étant très complémentaire des profils qu'il a à disposition dans l'effectif. Donc on était vraiment sur un binôme qui s'est trouvé comme jamais, avec bien sûr les attaches corses qu'il partage. Et donc euh, j'avoue que ça me surprend un peu au vu de la situation, de ne pas les voir continuer à travailler ensemble, même si, bien sûr, on avait compris depuis février en fait que Cahuzac allait, quoi qu'il arrive, aller à Lens, même si Sage restait. Et donc, Pantaloni, le fait de ne pas le voir aller à Lens avec Cahuzac, quelque part, moi je trouve que c'est une prise de risque pour lui, d'un certain point de vue. Mais je trouve que c'est aussi très bien, parce que ça va pouvoir montrer à celles et ceux qui en doutent encore qu'en fait, c'est un très bon entraîneur et il n'a pas nécessairement besoin pour faire briller ses équipes comme il l'a fait à Lorient, d'avoir un adjoint dédié à la palette offensive. Même si Cahuzac, je pense, il ne faut pas remettre en doute ses compétences, et bien au contraire, c'est-à-dire qu'il a été visionnaire sur un bon nombre de sujets dans les effectifs du FCL depuis 2 ans. Mais par contre, Pantaloni, il ne faut pas lui enlever une once de mérite. Et donc, il n'y a pas de hasard à ce qu'il en arrive là et à ce qu'il ait une opportunité de faire step up sa fin de carrière maintenant et à l'OGC Nice. Je pense qu'il y a pas d'imposture. Et Pantaloni, même s'il arrive sans le binôme qui lui a donné un peu plus de renommée, il arrive, je crois, avec beaucoup de confiance et de certitude sur ce qu'il veut faire de l'OGC Nice. Quelle trace a-t-il laissé au FC Lorient, on va dire, en termes d'identité de jeu? On a compris, on Tu va sais, dire, Pancho, la dimension humaine qu'il a pu laisser auprès des supporters, auprès des joueurs, mais en termes de jeu. Au FCL, on a connu, je dirais, peu d'entraîneurs dans une ère moderne par rapport à un club qui a 100 ans. Et Christian Gourcuff, il a fait 3 passages en 30-35 ans. Et ces passages-là, ils ont été durablement marquants parce que ça a installé Lorient comme une équipe très joueuse, très intense, qui propose toujours des talents offensifs particuliers. Et Pantaloni, il a repris ça à son aise. Je dirais que Régis Lebris, en fait, avait cette fibre-là après 10 ans passés à la formation. Mais il s'est raté. Il a eu un péché d'orgueil. C'est pas le sujet. Et derrière, Olivier Pantaloni, on s'attend à ce que il vienne pour être très pragmatique et avant tout nous faire remonter. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il a très vite compris l'endroit dans lequel il était, à la fois humainement, comme on l'a dit, mais pas que humainement, c'est-à-dire aussi sur le terrain, l'importance à Lorient d'avoir des joueurs de petits gabarits, des joueurs pour jouer dans les petits espaces, des joueurs pour dribbler, des joueurs de profondeur, des joueurs qui ne lâchent rien. Et donc on a revu un FC Lorient déjà en Ligue 2 jouer dans un 4-4-2 assez identitaire, je dirais, c'était vraiment l'identité d'un style un peu à la Gourcuff. Et puis derrière, en Ligue 1, on a vu ce 3-5-2 hybride, en fait, très moderne, à l'image de ce que font les grandes équipes, avec un peu
toute proportion gardée, bien sûr, mais cette idée un peu de football total avec tout le monde qui court, qui participe au repli. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est ce qui s'est passé cette saison sur le côté gauche à Lorient, qui était le côté fort avec Arsène Kouassi en piston et puis Pablo Pagis sur un front plus offensif, avec des joueurs qui étaient hyper à leur aise techniquement, hyper faciles pour combiner ensemble et apporter à chaque fois du danger dès qu'ils touchaient le ballon dans les derniers mètres. Mais passer à partir de la période compliquée en novembre, il y avait vraiment un côté aussi irréprochable dans le repli défensif. Donc on avait une équipe qui, à chaque fois, essayait d'aller de l'avant, relançait court, mais ne lâchait rien défensivement avec une très grande solidarité. Moi, je pense que les trois vertus de Lorient sous Pantaloni, c'est la solidarité, l'allant offensif et la créativité. J'ai l'impression que le staff a aussi laissé beaucoup de place à la créativité et la fraîcheur des individus, souvent des jeunes joueurs qui étaient là aussi pour prouver de quoi ils étaient capables au plus haut niveau. Alors la question n'est pas évidente et elle est peut-être double, mais est-ce que c'est plutôt un entraîneur qui est dogmatique ou pragmatique? Je le juge comme un entraîneur très pragmatique parce que peut-être qu'avec le recul, en fait, le dogmatisme, ça aurait été, par exemple, tu vois, de céder à la panique quand on était relégable et que le 3-5-2 ne fonctionnait pas du tout, et de changer complètement de système et d'animation, changer 5-6 joueurs, dire, écoutez, on met tout ce qu'on a fait depuis le début de saison à la poubelle pour des raisons d'urgence de résultats qui sont assez évidentes. C'est pas ce qu'il a fait. Et en fait, ça peut paraître contradictoire, mais pour moi, ça, c'était un choix pragmatique. Parce qu'il avait peut-être pas d'autre manière que de faire briller ces joueurs-là. Et c'est en insistant, en fait, qu'il a réussi à leur faire prendre confiance, à leur faire croire en leur qualité et à trouver derrière une forme d'efficacité avec une recette qui marchait très bien. On avait l'impression que les joueurs se connaissaient par cœur. Donc je trouve que il a réussi aussi ce tour de force que font les entraîneurs pragmatiques, c'est-à-dire installer des automatismes dans une équipe alors que vous avez des enjeux de temps qui sont hyper restreints. Quand t'es Lorient et que tu as besoin de tes points pour te maintenir et que tu as raté complètement ton entame de saison, il y a vraiment l'urgence à chaque match. Et pour autant, on n'a jamais senti la panique. Et c'est ce que je disais aussi sur la saison de Ligue 2. Il y a des moments où on était mené, des moments à l'extérieur où on était baladé. Je pense à des matchs contre Guingamp et Dunkerque où on rate complètement l'entame, mais on ne perd jamais complètement le fil du match. On arrive toujours à se ressaisir, alors souvent par des éclairs de génie. C'est-à-dire que j'ai parlé de Pagis et Kwasi tout à l'heure, effectivement, s'il n'y a pas des frappes du pied gauche, des coups de pied arrêtés qui viennent débloquer la situation, certes, on fait peut-être pas le même bilan, et pareil pour les actions que termine Junior Croupier en Ligue 2, mais en fait ça c'est le talent individuel, ça fait partie du foot. Donc pour moi, Pantaloni c'est un entraîneur pragmatique aussi parce que on l'a vu à Ajaccio avec un style très différent, avec un effectif beaucoup plus limité. Et là, pour moi, il a rempli la mission principale de l'entraîneur en fait à chaque fois, c'est-à-dire aussi, au-delà des résultats, de fait tirer le maximum du potentiel de tes joueurs à ta disposition. Et ça, c'était très fort parce que la plupart des joueurs qui composent l'effectif lorientais, ils avaient une forme d'inexpérience en Ligue 1 avant le début de la saison dernière. Donc vraiment, Pantaloni est un pragmatique, mais un pragmatique qui s'est modernisé peut-être par lui-même et aussi au contact de Cahuzac et d'un effectif un peu plus qualitatif que ce qu'il avait connu auparavant. Ouais, la question du temps, je trouve que c'est quand même quelque chose qui ressort souvent, c'est-à-dire qu'on est très souvent et trop influencé par le résultat quelque part. Et forcément, c'est la face visible de l'iceberg, mais derrière, bon, bah, quelque part, si tu vois que ton équipe, elle a un peu plus de connexion, et même si les résultats ne sont pas forcément bons, c'est peut-être aussi ça, le pragmatisme qu'a pu avoir Pantaloni, c'est-à-dire il a persévéré et ça a donné finalement voilà, cette assise beaucoup plus cohérente qui ont suivi semaine après semaine. Ah, j'en avais parlé la dernière fois que je suis venu dans le Club Mhm. Poncho, parce que pour moi, c'est le tournant de notre saison. On perd à Lens 3-0 et derrière, on fait la série d'invincibilité. Alors, du coup, le résultat, il est complètement anecdotique, à la fois dans ce qu'on a retenu de la saison et aussi dans le contexte un peu plus précis. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir dans ce match, que pendant les 20-25 premières minutes, on a dominé Lens dans à peu près tous les compartiments du jeu. On a eu des occasions, y compris d'un expected goal, largement supérieur aux Lensois. On a raté un penalty. Et à la fin, on prend 3-0.
Donc on imagine que dans les têtes, à ce moment-là, dans le vestiaire, ça te plonge dans un doute absolu. Et pour autant, sur les matchs suivants, Pantaloni ne change pas trop la compo, à quelques exceptions près, mais vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas de bouleversement. Et petit à petit, c'est une toile qui se tisse et la pièce finit par tourner du bon côté. Donc vraiment, c'était assez impressionnant de voir que quelque part, ce match à Lens où on perd 3-0 a, je pense aussi, donné un peu de confiance aux Lorientais, être capable de jouer de la même manière à Bollaert qu'au Moustoir, etc. Donc vraiment, le temps est clé aussi pour voir comment tu peux installer une philosophie de jeu. Mais je crois que de toute façon, euh, tu seras et vous serez d'accord, les Niçois, avec moi pour le dire que c'est déterminant parce que c'est comme ça, il me semble bien que Favre, etc., ont réussi aussi à imposer des choses dans le jeu dans des années un peu plus fastes pour vous. Donc c'est Ouais, mais la aussi grosse déterminant de différence, dire c'est que tu cites Favre, il s'est appuyé sur un travail de 4 ans instauré par Claude actuel. Ouais. Puel. Et c'est là tout l'enjeu, je pense, de Pantaloni dans sa venue à l'OGC Nice, c'est que il part d'une page blanche avec énormément de nouveaux joueurs, je pense, beaucoup de partants, tout à refaire et quelque part peut-être heureusement, parce que avec les souffrances qu'on a subies en fait nous en tant que supporters, mais même à l'intérieur du club, toutes les difficultés et en lien avec les joueurs, je pense que c'est pas évident, tu vois, à remobiliser. Tandis que là, bon, il va falloir sans doute remobiliser certains joueurs, mais lorsque tu fais venir du sang frais au sein du club, que ce soit dans le staff, dans les joueurs, quelque part, tu repars pas tu repars pas avec des joueurs qui sont tous cabossés par l'année qui vient de se terminer et qui a été sportivement, en termes d'institution, catastrophique. Oui, c'est ça. Et puis, il y a le paramètre aussi de l'état de forme individuel des joueurs, notamment sur le plan mental. C'est-à-dire si on a des joueurs qui font le choix de rester à l'OGC Nice et qu'en fait ils sont complètement au bout du rouleau, ils sont largement en dessous de leur potentiel, c'est un grand défi de les relever finalement et d'arriver à nouveau en tirer quelque chose en termes de performance parce que c'est très clairement ce qui s'est passé. Et le meilleur exemple de ça, c'est avec Bamba Dieng qui en fait avant le mois de janvier 2026, tu me parles de Bamba Dieng, mon premier réflexe c'est de rigoler et après de te dire que c'est un passage catastrophique, que je comprends pas pourquoi on a misé autant d'argent sur lui. Et il arrive à te faire une demi-saison où il met sa douzaine de buts en Ligue 1, 5-6 buts en Coupe de France et un apport déterminant au collectif. Bamba Dieng, il est revenu de nulle part, mais c'est à l'image de ce que je disais sur Makengo tout à l'heure. Et on a même vu sur la toute fin de saison un Isaac Touré avoir le sourire, réintégrer le groupe et jouer quelques minutes. Donc en fait, tout le monde a eu sa chance à Lorient sans que ce ne soit des cadeaux. Et c'est intéressant de voir à quel point je trouve Pantaloni a concerné tout le monde en fait. Est-ce que c'est un entraîneur qui va miser sur les jeunes du centre de formation par rapport à ton Oui, expérience lorientaise? oui, je pense que oui. Par petites touches, mais ça me paraît assez évident parce que on l'a vu lancer par exemple Arthur Avomebong, qui est un milieu de terrain camerounais très jeune, et au moment où il est lancé, bah, dès le début de saison en 2024, en fait, on pense que c'est Makengo qui va jouer au milieu, il va y avoir une autre forme d'animation autour d'Abergel, mais il n'y aura pas ce jeune joueur qu'Arthur Avom. Et tout de suite, dès le premier match contre Martigues, il est lancé, il gagne sa place et il sera titulaire indéboulonnable jusqu'au début de saison de Ligue 1. La suite a été plus compliquée pour lui dans la saison qui vient de s'écouler, mais Pantaloni a tout de suite fait confiance à ce type de jeune joueur. On l'a aussi vu lancer un joueur qui pour l'instant est un peu plus anonyme parce qu'il a été prêté cette saison en national, mais Enzo Janton en défense en 2024-2025. Bien sûr, il s'est appuyé sur Elie Junior Croupi, mais un talent comme celui des Junior Croupi, il y en a pas un tous les ans dans tous les clubs, donc c'est un petit peu un cas à part. Mais en tout cas, il a utilisé les ressources à sa disposition à Kerlir, qui est le centre de formation du FCL. Et il n'a pas peur, en règle plus générale, de lancer des jeunes joueurs. Je pense que on a vu que Arsène Kouassi, piston gauche,
qui n'avait pas d'expérience de Ligue 1, arrivé d'Ajaccio. Il a tout de suite relégué sur le banc et à juste titre Darlan Yongwa. On a vu aussi donc le prêt d'Abdoulaye Faye qui venait de Leverkusen, qui était tout jeune, sans expérience professionnelle. On a vu Bamo Meïté, qui reste quand même un jeune joueur, revenir. Pantaloni, il a plutôt fait le pari de la jeunesse sur son passage à Lorient, c'est clair. Hugo, moi j'ai fait le tour sur ce que je souhaitais te demander. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter finalement sur Olivier Pantaloni? Alors forcément, on est sur de la présentation, mais il y a beaucoup de positifs parce que les 2 saisons passées chez vous ont été fructueuses. Bon, je note quand même le petit bémol sur l'absence de Yannick Cahuzac, hein, qui va être quand même quelque chose d'assez important à prendre en considération. Mais aussi, alors bon, est-ce une promotion? Est-ce une régression? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre pour lui, quoi qu'il en soit? Et malgré la mauvaise saison passée par l'OGC Nice, Nice, ça reste un club qui fait partie des 6-7 clubs assez régulièrement qualifiés en Europe. Alors, c'est pas dit que ça va être l'objectif fixé la saison prochaine, hein. Quelque part, on est tellement dans une zone de flou sportive et puis même au sein de l'investisseur que je, je suis pas sûr que ce soit un objectif qui soit avancé. Bien sûr qu'on va pas cracher dans la soupe si jamais on se qualifie en Europe, naturellement. Mais à la différence des autres saisons où on vraiment nous disait voilà top 6, top 7, là bon ça va pas être dit. Euh, il y a beaucoup d'attentes. Il y aura beaucoup d'attentes autour de Olivier Pantaloni. Bon, les supporters de l'OGC Nice, on est, on va dire, je pense, on, on est exigeant. Il y a ce côté un peu sudiste des fois qui se fait ressentir aussi, ce côté très sang chaud, quoi, tu vois. Et ça va, ça vient en fait, en fonction de la situation, Voilà. Mais quelque part, c'est aussi une résultante, on va dire, des des, dernières des- des saisons. blessures, même du passé, quelque part, pas tant la dernière saison, mais d'une rupture qui est consommée depuis un certain nombre d'années. Est-ce que tu penses très sincèrement, Hugo, que Pantaloni est l'homme de la situation, quelque part, parce qu'il y a un enjeu sportif, il y a un enjeu institutionnel, il y a un enjeu à tous les étages. Alors, il ne sera pas seul dans cette mission-là, mais quelque part, on le sait, le terrain, euh, c'est les Bah résultats, c'est ce oui, qui prévaut et c'est ce qui mène un peu la barque, le quoi, quelque coach part. le plus important, hein, c'est sûr. C'est l'entraîneur qui a le rôle le plus déterminant dans une telle restructuration de projet sportif. Mais pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est l'homme de la situation. Parce que comme j'ai pu l'évoquer depuis le début de l'émission, je crois qu'il y a énormément de similitudes dans les contextes d'arrivée d'Olivier Pantaloni au FC Lorient ou à l'OGC Nice. Et que je vous souhaite d'avoir les mêmes passages de ressenti. C'est-à-dire au départ, on se dit, Pantaloni, tiens, pourquoi pas, mais ça paraît pas évident. Et puis après, on se dit, ah, Pantaloni, solide. Et puis après, Pantaloni, ah oui, quand même. Et puis après, on finit par regretter Pantaloni parce qu'il s'en va. Donc j'espère pour vous le même cheminement. Mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est que euh, moi, je suis assez marqué par un paramètre et je voulais l'évoquer parce que on parlait de ce qu'on n'avait pas dit jusqu'à présent, c'est le côté solide à domicile. Pantaloni, en 2 saisons, c'est 3-4 défaites à domicile seulement. Il a reconquéri vraiment le public du Moustoir et il l'a mis dans sa poche avec ses qualités humaines et son style de jeu. Et je crois qu'au vu de la rupture que tu évoques, au vu des tensions qu'on sent à Nice, ce sera primordial de refaire la même chose du côté de l'Alliance Riviera. Donc je pense que, à mon avis, il a cette mission en tête. Et je crois que Pantaloni a les clés en fait pour remettre tout le monde dans le même sens. Est-ce que ça marchera à la manière de ce qu'on a vu à Lorient avec exactement la même recette? Je pense pas, parce qu'on est des clubs aux histoires et aux ambitions historiques justement très différentes, mais pour autant, je pense qu'il a tous les atouts pour réussir, en tout cas lui personnellement. Après, est-ce que le contexte niçois, si je puis dire, va pouvoir s'adapter à lui et faire en sorte que tout le monde travaille main dans la main? C'est encore une autre donnée, mais je crois qu'il en est capable. Oui, c'est ça. C'est voilà, concerner toutes les individualités vers un but commun. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à restructurer ce club et faire une équipe
qui fonctionne bien, quoi, qui joue bien au ballon et qui aura, je l'espère, des résultats. J'arrive à Nice avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination. Je veux respecter le club. Je vais transmettre les valeurs qui sont les miennes. Humilité, travail, respect, détermination et ambition. À nous de répondre à l'attente des supporters et à redorer les couleurs de l'OGC Nice. Tels furent les mots de Olivier Pantaloni lors de ça. C'était pas une conférence de presse, mais des quelques mots relayés par les réseaux du club. Hugo, eh bien, Elle va être sympa cette première journée, hein. oui, bah malheureusement, ça va être à huis À clos, hein. huis clos, oui, c'est dommage, Mais mais ouais, bon. ouais, Nice-Lorient, tu fais bien de le souligner. Première journée de la saison 2026-2026. Et donc, si je puis dire, voilà, retour, non pas retour de Pantaloni au moustoir, mais en tout cas, redécouverte, on va dire, de ces anciens joueurs. On espère bien sûr un scénario similaire à celui de cette année, le Nice-Lorient, qui était quand même un match, bon, Il plus était sympa. positif pour vous dans le scénario, mais était quand même plutôt sympa à suivre de l'extérieur. Hugo, un grand merci pour toutes ces informations, pour tous ces Merci à éléments toi. autour de notre nouvel entraîneur Olivier Pantaloni, hein, euh, qui donc rejoint l'OGC Nice. Ça y est, on commence à y voir un peu plus clair, hein. Geoffrey Moncada devrait pas tarder aussi à être nommé officiellement en tant que directeur sportif. Il y a déjà un numéro qui a été tourné maintenant il y a une grosse dizaine de jours. J'en profite aussi pour vous dire qu'au moment où on enregistre et au moment où ce numéro sera publié, on a fait une émission un peu hors actu, hors série, sur Dante, avec la question bien sûr aguicheuse, est-il une légende de l'OGC Nice ou pas, hein. Je vous invite à aller visionner ce numéro, voilà, en toute humilité, très très bon numéro quelque part, parce on voit tout, on passe tout en revue, et on donne notre avis tous les trois. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis si vous avez eh bien, aimé ce numéro, n'hésitez pas à le faire savoir sur YouTube en commentant, en aimant la vidéo, et puis les plateformes de podcast. C'est du classique, vous connaissez, n'hésitez pas à soutenir le Club Pancho. C'est voilà, un moment charnière de la saison, j'allais dire de l'année, hein, la période estivale, c'est là où il y a beaucoup de numéros qui Et vont sortir. Donc, eh bien, on vous risque de se revoir très rapidement. Hugo, encore un grand merci. Et puis, on se dit peut-être à très bientôt. Bonne soirée à ouais, on se toi. retrouve avec plaisir. Salut Pancho, à bientôt. Bayeta et Sanissa. Ciao, ciao. Ciao.